La Chine a 5000 ans d'histoire. Elle a été la première puissance mondiale pendant 18 de ces 20 derniers siècles. On l'a oubliée pendant 150 ans et maintenant elle revient. Non, elle revient pas, elle reprend sa place. 5000 ans, c'est ce que je vais résumer en 3 minutes. Pendant que l'Europe vivait dans des cabanes, la Chine inventait déjà le monde. Je dis ça pas ça pour provoquer, je dis ça parce que c'est la réalité. La Chine a inventé le papier, l'imprimerie, la boussole et la poudre à canon. Les 4 inventions qui ont rendu possible la civilisation moderne. Elle a inventé la porcelaine, la papier-monnaie, la soie 600 ans avant l'Europe. Elle a construit un réseau de canaux et de routes commerciales qui reliait des millions de personnes pendant que Rome était en train de s'effondrer. Au XVe siècle, l'amiral Zheng He navigue avec une flotte de 300 navires, les enfants, et 28 000 hommes. Ces bateaux, ils font 120 mètres de long. Au même moment, les caravelles de Christophe Colomb, elles font 20 mètres de long. La Chine dominait les mers avant que l'Europe sache naviguer. Et puis, c'est là que l'histoire devient fascinante. La Chine a choisi de s'arrêter. En 1433, l'empereur interdit les navigations maritimes. La flotte est détruite. La Chine se referme sur elle-même. Délibérément, elle décide qu'elle n'a besoin de personne. C'est la première leçon. La Chine ne pense pas en conquête, elle pense en suffisance. La Chine ne veut pas dominer le monde, elle ne veut dépendre de personne, c'est tout. Mais c'est cette fermeture qui la rend vulnérable. 1839, la guerre de l'opium. La Grande-Bretagne, parce que la Chine refuse d'acheter ses produits de merde, lui vendent de la drogue. Littéralement, l'opium. Et quand la Chine essaye d'interdire l'opium, les Britanniques l'attaquent militairement avec des canonnières pour forcer un marché de la drogue. La Chine perd et elle signe des traités qu'elle appelle des traités inégaux. Hong Kong est cédé aux Britanniques. Des ports entiers sont ouverts de force au commerce mondial. La fierté d'un empire de 5000 ans est détruite en une décennie. Et ce qui suit, c'est un siècle d'humiliation pour la Chine. Les Occidentaux découpent la Chine en zones d'influence. Le Japon envahit la Chine. Des dizaines de millions de morts. Des famines, le chaos. Et les amis, chaque Chinois apprend cette histoire à l'école. Nous pas assez. Chaque Chinois, quand Xi Jinping parle de renouveau de la nation chinoise, il ne parle pas d'une grandeur abstraite créée de nulle part. Il connaît l'histoire. Il parle de cette blessure, de ce siècle où on a traité la Chine comme un marché à piller. La deuxième leçon, les amis, c'est la Chine n'oublie rien. Ce que nous appelons l'ambition chinoise, eux, ils l'appellent réparation. En 1949, Mao Zedong forme la République populaire de Chine. La Chine se relève, mais à quel prix? Le grand bond en avant. Mao veut industrialiser la Chine en 5 ans. C'est un désastre, c'est la plus grande famine de l'histoire du monde, de l'histoire humaine, la plus grande famine de l'histoire humaine. Et les estimations varient entre 15 et 55 millions de morts. Je ne sais pas si vous vous imaginez, c'est extrême. Et en temps de paix, juste par une politique, la révolution culturelle suit. Mao détruit l'intelligentsia. Il ferme les universités. Il brûle les bibliothèques. Les professeurs sont humiliés en public. Le savoir est suspect. La Chine perd une génération entière de cerveaux. En 1976, Mao meurt. Et la Chine est l'un des pays les plus pauvres du monde. Le PIB par habitant est inférieur à la plupart des pays en Afrique subsaharienne. C'est le point le plus bas. Mais c'est aussi là que tout commence, les amis. It's darkest before the dawn, every time. 1978, un homme d'1,50 m change la trajectoire de la Chine. Il s'appelle Deng Xiaoping. Sa phrase célèbre, peu importe que le chat soit noir ou blanc, l'important c'est qu'il attrape des souris. Traduction, on garde le parti communisme, mais on ouvre l'économie. Deng crée des zones économiques spéciales. Shenzhen, un village de pêcheurs, devient un laboratoire du capitalisme dans un état communiste. C'est un paradoxe vivant et ça marche.
En 20 ans, des centaines de millions de Chinois sortent de la pauvreté. C'est la plus grande réduction de pauvreté de l'histoire de l'humanité. Pas en siècles, en décennies. Et en 2001, c'est le moment décisif. La Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce. Les portes du marché mondial s'ouvrent. L'Occident croit qu'ils ouvrent un nouveau marché. La Chine sait qu'elle vient de recevoir une invitation au banquet. Quatrième leçon, la Chine ne fait pas de révolution idéologique. Elle fait des pivots pragmatiques. Elle garde toujours la structure. Elle change le contenu. Et ça depuis 5000 ans. Ce qui suit est le transfert de puissance le plus rapide de l'histoire. En 2001, la Chine pèse 1300 milliards de dollars. En 2025, 20 000 milliards, multiplié par 15 en 25 ans. Elle est passée de 3% du PIB mondial à 17% du PIB mondial. Elle est devenue le premier fabricant mondial, le premier exportateur mondial, le premier détenteur de brevets technologiques en 2025. BYD vend plus de voitures que Tesla. Huawei développe ses propres puces malgré les sanctions américaines. La Chine investit 2,8% de son PIB dans la recherche et développement, presque autant que les États-Unis. Et elle a fait quelque chose que personne n'a vu venir, les nouvelles routes de la soie, le Belt and Road. Des milliers de milliards investis partout dans le monde. Des ports, des routes, des voies ferrées, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Une toile commerciale qui ne dépend pas du dollar. La Chine du 21e siècle fait exactement ce que la Chine du 15e siècle faisait. Elle construit des routes. Mais cette fois, elle ne les détruira pas, les amis. Et nous voilà en 2026. La Chine vient de fixer son objectif de croissance le plus bas depuis 30 ans, 4,5 à 5%. Son marché immobilier s'effondre. Sa population vieillit. Sa jeunesse est désillusionnée. Et les États-Unis viennent de bombarder son principal fournisseur de pétrole, l'Iran. Alors que la question que tout le monde se pose, est-ce que la Chine va continuer à monter? Est-ce le début du déclin? Je vais vous dire ce que je crois, les amis. Ceux qui parient sur un déclin parient contre 5000 ans d'histoire. Ils parient contre un pays qui a survécu aux Mongols, aux guerres de l'opium, à la pire famine de l'histoire, à la révolution culturelle et à l'isolement total. Et qui, à chaque fois, s'est réveillé, relevé. Pas vite, lentement, méthodiquement, patiemment. C'est ça la leçon chinoise. C'est pas la technologie, c'est pas l'économie. C'est la patience, c'est la capacité de penser en décennies pendant que l'autre monde parle en trimestre. Et c'est là que ça nous concerne, en France, en Europe. Nous vivons dans une culture de l'immédiateté. Nos politiques pensent en quinquennat. Nos entreprises pensent en résultats trimestriels. Nos médias pensent en cycle de 24 heures et les réseaux sociaux en quelques minutes. La Chine pense en plan quinquennaux exécutés sur l'un après l'autre. Le 15e plan quinquennal vient de commencer. Ils ont une direction. Et nous, quelle est la nôtre? La France était grande quand on pensait long. Les cathédrales ont mis des siècles, les lumières ont mis des siècles à traverser l'Europe. Des décennies. Le programme nucléaire français a été pensé sur 30 ans. On sait faire, on l'a fait. On peut le refaire. Mais il faut accepter une idée inconfortable. Le temps long n'est pas un luxe. C'est la seule stratégie qui ait jamais fonctionné, les amis. Partout et toujours. La Chine le sait depuis 5000 ans. Et il serait temps qu'on s'en souvienne.